Voilà, sur la présentation de Cécile Marnet, psychologue en libéral qui est à Compiègne, le modèle CPS, la résolution des problèmes collaboratifs et proactive. C'est à vous. Bonjour, d'abord merci de m'avoir conviée à cette journée, je suis très contente de pouvoir échanger avec vous et puis de pouvoir vous présenter quelque chose, un modèle nous qu'on utilise pas mal, notamment dans les cas où il y a des violences intrafamiliales ou des comportements de type tyrannique, qui est le modèle CPS, qui est un modèle qui est assez populaire dans les pays anglo-saxons et qui est utilisé pour les enfants qui ont des troubles du comportement. Et que nous, on utilise pour les enfants qui peuvent avoir des comportements tyranniques. Donc vous pouvez passer à l'étape suivante. Alors du coup, le modèle, il a été inventé dans les années 2000 par ce médecin qui est le docteur Rose Green. Il y a une philosophie qui sous-tend CPS. Alors j'ai mis philosophie, mais c'est une philosophie qui est quand même axée sur les données des neurosciences et sur toutes les études qu'on peut avoir, que ce soit en neuropsychologie, en neurosciences, depuis ces dernières années. Ça part de 5 points clés, à savoir que dans la majorité des cas, les manifestations comportementales, elles viennent de problèmes non résolus. Que ces problèmes non résolus sont liés à un manque de compétences et à des difficultés adaptatives du jeune, que les jeunes et leurs familles font de leur mieux pour résoudre ces difficultés. Et que souvent, ce qu'on constate, c'est que ces problèmes, les parents peuvent les identifier, ils les connaissent, ils peuvent nous dire, voilà, les difficultés, elles arrivent à tel moment, quand on demande d'éteindre la console, quand il faut que quelqu'un s'assoie dans le canapé à côté de notre jeune. Et donc, l'idée, c'est que si ces problèmes, on peut les anticiper, ils peuvent être résolus de manière proactive, c'est-à-dire à froid, et ils seront plus efficacement résolus s'ils sont résolus de manière collaborative, c'est-à-dire en permettant aux jeunes et aux parents de collaborer ensemble pour trouver une solution qui soit mutuellement satisfaisante. Voilà, si on peut passer à… Alors du coup, au centre du modèle, on met les explosions avec l'idée que derrière chaque crise, il y a un problème non résolu et une compétence qui manque aux jeunes. Et que du coup, la crise, en fait, elle est tout simplement liée à un problème de dynamique. C'est-à-dire que là, il y a une incompatibilité à un moment entre deux forces contraires. Alors là, j'ai mis les attentes de l'adulte, mais on pourrait dire que ce sont les attentes du monde adulte, hein, parfois en général, et la capacité du jeune à répondre à un moment donné à ces attentes qui lui sont faites. Donc le constat, c'est que les épisodes peuvent être prédits. Dans la majorité des cas, ils peuvent être identifiés et donc du coup, l'idée de CPS, ça va être d'aider les parents et les familles à déjà décrypter, hein, les problèmes non résolus, les habiletés manquantes qui y sont associées, pouvoir les anticiper et pouvoir mettre en place une résolution de conflit qui soit satisfaisante. On peut passer à… voilà. Quand on a une attente par rapport à un jeune, en général, on a 3 scénarios qui sont possibles. Le premier scénario, qui est le scénario que tout le monde a essayé une fois dans sa vie avec un jeune, c'est ce qu'on appelle le plan A. Le plan A, c'est quand l'adulte essaie d'imposer son attente au jeune. C'est le plus courant, c'est souvent celui qui ne fonctionne pas avec vos enfants et avec nous, les jeunes qu'on rencontre, tout simplement parce que c'est un plan qui donne lieu à des escalades, qui ne permet pas finalement aux jeunes de progresser. Et du coup, c'est un plan qu'on n'utilise jamais dans CPS puisque finalement, à part provoquer des escalades, il ne permet pas d'obtenir beaucoup de choses positives. Le plan aussi que spontanément les adultes vont mettre en place, c'est ce qu'on appelle le plan C. Le plan C, c'est quand l'adulte laisse ses attentes de côté. Donc du coup, l'avantage du plan C, c'est qu'il y a moins de conflits. L'inconvénient du plan C, c'est que finalement, l'enfant ne progresse pas du point de vue des compétences et que souvent, ce qu'on constate, c'est que plus on utilise le plan C, plus les difficultés augmentent et que moins l'enfant ou l'ado est en mesure de faire face aux demandes qui lui sont faites. Dans CPS, on va utiliser… Pardon, si on peut revenir en arrière. Dans CPS, du coup, on va utiliser le plan C, mais on va vraiment l'utiliser comme un plan de stockage. Quand on va faire au début avec les parents un point sur les différents problèmes qui sont à résoudre, du coup, on va se fixer comme priorité 1 ou 2 problèmes max. Donc, ça dépend effectivement de la dynamique familiale et puis de la capacité du jeune à résoudre ces problèmes. Et à ce moment-là, le plan C va vraiment servir pour mettre de côté tous les problèmes qui sont en attente de résolution, avec l'idée de faire tomber le plus vite possible le niveau global de conflit à la maison. Pour pouvoir justement être dans une dynamique qui est moins conflictuelle et pouvoir avoir plus d'espace du coup, pour pouvoir résoudre les problèmes d'une manière constructive.
Donc là, du coup, on peut passer… Alors, dans l'approche CPS, en fait, ce qui est au centre du travail avec les parents, c'est le plan B. D'abord parce que le plan B permet une résolution définitive des problèmes qui sont rencontrés et qu'à chaque fois qu'on va résoudre un problème, on va résoudre aussi les difficultés comportementales qui vont être associées à ce problème. L'avantage du plan B, c'est que c'est un plan qui permet de faire acquérir aux jeunes un certain nombre de compétences dans les domaines de la résolution de problèmes, de la théorie de l'esprit ou du changement de perspective. Il va aussi permettre à l'adulte qui est en charge du jeune de mieux comprendre les difficultés du jeune et savoir exactement ce qu'il met en difficulté, quelles sont les compétences qui lui manquent. Et puis l'effet aussi qu'on attend, c'est par ricochet un petit peu une amélioration des habiletés manquantes. C'est-à-dire que même si les habiletés manquantes ne sont jamais au centre de la prise en charge, finalement, on se rend compte qu'à force d'améliorer des problèmes non résolus qui sont associés par exemple à la flexibilité cognitive, on va finir par avoir une amélioration de cette habileté, de cette compétence chez le jeune. Donc du coup, on peut passer… Alors du coup, par rapport à CPS, on va avoir différentes étapes. C'est-à-dire que quand on reçoit la famille, du coup, on va entrer dans cette démarche-là. La première, c'est d'abord de présenter le modèle à la famille pour pouvoir lui expliquer un petit peu quelle est la démarche, la grille de lecture qui sous-tend quand même ce modèle. Et puis, dans un deuxième temps, on va prendre la famille et l'aider à identifier les problèmes non résolus qui sont présents au domicile et aussi les habiletés manquantes qui sont associées à ces problèmes non résolus. L'idée à ce moment-là, c'est d'aider la famille à définir le problème d'une manière qui soit vraiment opérationnelle pour pouvoir après mettre en œuvre la résolution de problème d'une manière qui sera satisfaisante et qui va pouvoir être fructueuse. La deuxième chose, c'est que dans cette première étape, on va aussi obtenir ce qu'on appelle ce changement de perspective qui va permettre aussi d'avoir une grille de lecture différente sur les difficultés du jeune et de pouvoir y répondre d'une manière peut-être plus aidante. Le plan B, il commence ensuite, donc là, du coup, avec le jeune. Il est généralement composé, il est de toute façon tout le temps composé de 3 étapes. Il y a une première étape qu'on va appeler l'étape de l'empathie. C'est une étape qui est assez longue. En général, on dit plus l'étape de l'empathie est longue, plus la résolution des problèmes va être fructueuse. L'idée là, en fait, c'est vraiment d'obtenir les informations les plus précises possibles sur ce qui se passe du point de vue du jeune et sur ce qui va le mettre en difficulté. Alors souvent, les familles sont assez sceptiques sur la capacité de jeunes, notamment ceux qui ont des comportements tyranniques, à adhérer à cette étape-là d'expérience. On sait que souvent, quand il y a des résistances, elles sont assez superficielles et qu'elles finissent par se tasser au bout d'un moment. Et que donc, du coup, on arrive quand même à obtenir de la part du jeune une représentation et une idée assez précise des difficultés auxquelles il est confronté. Ensuite, on a une deuxième étape pendant laquelle le parent, l'adulte, va exprimer ses préoccupations. Puis on va entrer dans la troisième étape, qui est l'étape de la résolution collaborative du problème, qui va durer jusqu'à ce qu'on obtienne une solution qui soit déjà réaliste et qui soit vraiment mutuellement satisfaisante. Cela, l'idée, ce n'est pas du tout d'être dans la négociation ou dans l'hyper-accommodation, mais vraiment de pouvoir avoir une solution qui répond à la fois aux attentes de l'adulte, mais également aux difficultés du jeune. L'idée, c'est vraiment plus d'arriver sur des stratégies qui vont permettre aux jeunes de faire face à ces difficultés et de les résoudre. Parfois, les solutions fonctionnent tout de suite, parfois elles fonctionnent moins tout de suite. À ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on reprend le problème, le problème quelques jours plus tard. On revient à l'étape de l'empathie et puis on redéroule les différentes étapes du plan B jusqu'à ce qu'on puisse arriver à une solution qui soit efficace et qui soit mutuellement satisfaisante. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de vous montrer un peu sur une étude de cas, sur un jeune qu'on a reçu, nous, en entretien et sa famille, pour voir un petit peu comment ça peut se passer en pratique. Donc, on a reçu, il y a quelques mois, c'est assez récent, un jeune âgé de 10 ans qui avait beaucoup de diagnostics, donc TSA, TDAH, TOP, TDE, là, avec, comme souvent dans ces cas-là, une médication qui est refusée par le jeune qui considère qu'il n'a pas de problème, il va très bien, et qui, du coup, ne voit pas l'intérêt ni d'avoir une prise en charge, ni d'avoir une médication. C'est un jeune qui présente uniquement à la maison des épisodes de colère intense et quotidiens, avec un panel de comportements que vous connaissez. Ça va de la menace de tuer tout le monde, à la fugue, en passant par le chantage quasi permanent, les coups, bref.
Et c'est un jeune qui sort d'hospitalisation. Il y en a eu plusieurs et pour l'instant, enfin, à ce moment-là, il n'y avait pas eu d'hospitalisation, d'amélioration de la situation. Et au moment où il est arrivé, il y avait un début de refus scolaire anxieux, comme là, c'est arrivé pas mal avec les épisodes de confinement, déconfinement, confinement, déconfinement. Et ce refus scolaire donnait lieu vraiment à des comportements avec des mises en danger, des menaces de suicide et des violences extrêmement fortes. Donc on peut passer, voilà. Ah, il manque une image. Ah, bon, c'est pas grave, je vais faire sans. Donc du coup, la première étape qu'on ne va pas voir ici, c'est ce qu'on appelle l'utilisation de l'ALSUP. L'ALSUP, c'est un outil qu'on utilise dans le programme CPS et qui va nous permettre de mettre en évidence à la fois les habiletés manquantes et les problèmes non résolus qui sont associés à chacune des habiletés. L'intérêt de l'ALSUP, c'est d'abord de fournir un cadre, une grille de lecture extrêmement efficiente et très claire pour les parents qui vont pouvoir réutiliser après de manière autonome. L'intérêt aussi, c'est que ça nous permet, nous, de voir un petit peu comment ça se passe et de se poser pour obtenir de la part des parents un accord sur ce qui va être adressé en priorité, puisqu'on ne pourra pas résoudre tous les problèmes, évidemment, de ce jeune et de cette famille d'un coup. Donc, on va choisir un ou deux comportements, enfin un ou deux problèmes au maximum. Donc là, par rapport à ce jeune garçon, ce qui a été retenu par la famille, parce que c'était vraiment le plus compliqué pour eux, c'était le retour à l'école, enfin au collège en l'occurrence, parce que il y avait, voilà, ils ne pouvaient pas le garder toute la journée et puis que l'école, c'est quand même important pour un jeune. Donc quand on a commencé à recevoir ce jeune garçon, on a mis en place l'étape de l'empathie qui finalement a mis en évidence un certain nombre de choses qu'il nous a exprimées. Il y avait des aménagements qui avaient été mis en place par l'établissement par rapport à son trouble anxieux et finalement, ces aménagements-là qui avaient été pris sans son accord ne lui convenaient pas du tout et au contraire, avaient un effet qui était un effet au contraire de renforcement de son anxiété parce que du coup, il était très angoissé à l'idée de devoir faire des choses qui étaient très compliquées pour lui. Ensuite, il y avait aussi des difficultés à répondre à certaines demandes des enseignants, parce que dans les problèmes non résolus, il y en avait énormément qui étaient associés au fait de faire ses devoirs, de travailler de manière régulière. Et donc, du coup, les interros surprises, c'était quelque chose qui était très mal vécu par lui, parce que, comme beaucoup de gamins, il aime bien avoir des bonnes notes. Et puis, il y avait aussi des conflits en classe avec un de ses camarades de classe, et ça, c'était quelque chose aussi qui l'angoissait beaucoup. Donc, on peut passer, voilà. Les parents ont pu faire part de leurs préoccupations, à savoir que, c'était important pour eux que le jeune se rende à l'école. D'abord parce que c'était important d'aller à l'école pour acquérir de nouvelles compétences, aller à l'école, ça permet d'acquérir de nouvelles connaissances, de se préparer au monde professionnel, que voir d'autres jeunes, c'est aussi positif. Et puis, ils ne pouvaient pas, garder le jeune à la maison toute la journée puisque les parents travaillaient tous les 2 et que le CNED, au vu des difficultés qu'avait cet ado à s'organiser, paraissait absolument pas une bonne idée pour pouvoir continuer une scolarité dans de bonnes conditions. Donc on peut passer à voilà. Donc par rapport à cette situation-là, finalement, le jeune a fini par proposer, bon, ça a été un peu compliqué au départ parce qu'effectivement, il n'était pas, voilà, au début, la coopération, ça n'a pas été très facile. Mais finalement, on a obtenu un certain nombre de solutions de sa part et puis, il a proposé de retourner au départ au collège de manière progressive, ce qui avait déjà été proposé, mais avec 3 demi-journées qui étaient perçues par lui comme plus aidantes que, celles qu'avait proposées l'établissement. Les parents, il se trouve que c'était des journées où c'était faisable pour eux, donc on est parti sur ces journées-là. Et il y avait un système qui avait été mis en place pour l'aider à prendre des moments de répit quand il sentait que l'anxiété était trop forte. Et qui convenait pas du tout. Donc lui, en fait, il a pensé à un système de stylos de couleur, qui pouvait être mis sur sa table en fonction de son état d'humeur et comme ça l'enseignant pouvait voir quand ça n'allait pas. Et puis en attendant qu'on trouve des solutions pour les devoirs non résolus, voilà, pour les problèmes liés aux devoirs, il a proposé qu'on le prévienne la veille au soir, juste pour pouvoir, potasser son cours et les enseignants étaient d'accord. Et donc c'est les solutions qu'on a mis en place au début. Donc vous pouvez passer, voilà. Alors évidemment, la première solution n'a pas été la bonne, mais ça arrive souvent et en soi, ce n'est pas un souci. Tout simplement parce que ce n'est pas évident pour un jeune d'entrer dans cette démarche-là. Et puis au début, il ne se connaît pas toujours très bien. Donc c'est vraiment important aussi qu'il apprenne petit à petit à être plus fin lui aussi sur sa connaissance de ses difficultés. Et puis les parents se sont rendus compte qu'il y avait des conflits qui commençaient à reprendre.
Donc, on fait comme c'est prévu, hein, de toute façon. On a fait un point au bout de quelques jours. On a, à ce moment-là, pu arriver à de nouvelles solutions, à savoir que le système d'alerte, bon, évidemment, les 15 crayons sur la table, l'enseignant, il a dit qu'il les verrait, mais en fait, pris dans le cours, évidemment, il ne pouvait pas passer son temps à surveiller si le stylo avait changé de couleur. Donc, on a utilisé un système beaucoup plus simple avec un fluo rouge, qui était quand même plus visible. Et puis, il y a un copain, un camarade de classe qui était bienveillant et qui connaissait les difficultés de ce jeune, qui a accepté aussi, de solliciter l'attention de l'enseignant, quand il voyait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et éventuellement quand il sentait qu'au niveau des conflits, hein, qu'il y avait avec d'autres camarades de classe, ça pouvait un petit peu dégénérer. Donc du coup, on peut, voilà, et du coup, bah, ça a été payant puisqu'on a résolu, en tout cas, les problèmes qui ont été associés à ces 3 demi-matinées. On a continué cette démarche-là et puis finalement, actuellement, il est retourné à temps plein au collège et donc du coup, on n'a pas de manifestation comportementale le matin quand il faut partir au collège. Ça ne veut pas dire, bien sûr, que tout est résolu, parce qu'il y a d'autres problèmes à adresser, la régulation des temps de jeu vidéo, quand il y a pas de manière pour lui de s'occuper avec les écrans, bah, du coup, il a tendance à aller solliciter ses frères, enfin la fratrie d'une manière qui est très inadaptée et parfois très violente. Donc du coup, là, l'idée maintenant, c'est d'accompagner les parents dans la mise en œuvre de ces tests de manière autonome, ce qu'ils font maintenant, hein. Ils sont complètement, voilà, comment on va dire? J'ai le mot en anglais qui me vient. Ils sont complètement, partis, hein, ils connaissent très bien le modèle, donc ils arrivent à le mettre en œuvre et juste, voilà, de temps en temps, on fait une petite séance, pour voir comment ça se passe. On s'envoie des textos, mais a priori, les choses avancent bien, dans cette démarche. Alors, c'est un modèle qui a été validé à grande échelle, hein. Il a été implémenté dans l'État du Maine, avec des enfants qui ont des troubles du comportement extrêmement sévères. Donc là, l'idée, en fait, pour eux, c'était de couper un petit peu ce qu'ils avaient repéré, à savoir que les enfants qui étaient en difficulté scolaire importante finissaient souvent, bah, dans des établissements de détention infantile. Donc du coup, il a été utilisé à la fois dans des établissements pour mineurs délinquants et dans des établissements, scolaires. Bah, dans les écoles, il y a eu quand même une baisse massive des exclusions et des atteintes à la personne. Dans les centres de détention pour mineurs, le taux de récidive est en très forte baisse. Il y a eu une quasi-disparition des agressions sur le personnel, avec une augmentation aussi du sentiment de sécurité des personnels qui travaillent dans ces établissements. C'est-à-dire que, bah, leur travail leur semble plus sûr qu'il ne l'était il y a quelques années. Et finalement, ils ont fermé un établissement pour mineurs, puisque, bah, l'utilisation du modèle a permis quand même, de faire diminuer, hein, les difficultés d'un certain nombre de ces, voilà, on peut passer, du coup, et donc du coup, bah, c'est un modèle pour lequel on commence à avoir un certain nombre de publications scientifiques. Voilà, donc là, il y en a quelques-unes. Il y a, je crois, il n'y a pas longtemps, il a fait l'objet d'une méta-analyse et donc maintenant il a, au niveau de l'efficacité, enfin de la, comment, il est en classe B, hein, au niveau de la robustesse des résultats, et il est particulièrement adapté, chez les enfants qui ont un profil anxieux, sur lesquels les résultats sont assez convaincants. Voilà, donc c'est le modèle qu'on utilise et j'étais, voilà, très contente de pouvoir vous le présenter aujourd'hui. Si vous avez des questions.